Ils ont poussé leurs valises au-delà de la sécurité, pris un selfie de famille tout sourire à la porte à 22, et m'ont bloqué avant même que l'avion ne quitte la passerelle. Je m'appelle Chloé Dubois, et si vous croyez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Comment appelez-vous l'amour quand il vous efface en temps réel? J'ai vu mes appels passer de « sonnerie » à « messagerie vocale », puis à « message non distribué ». La conversation de groupe, Voyage en famille 2025, continuait de notifier tout le monde sauf moi. Un refrain que je ne pouvais plus entendre. Ils avaient une devise dans la légende, ce qui se passe en voyage en famille reste en voyage en famille. Traduction, effacer Chloé. Archiver les preuves. Revenir au même paillasson. Moi. Je n'ai pas couru après l'avion. Je n'ai pas pleuré dans le lavabo des toilettes de l'aéroport. Je n'ai pas publié de réponse. J'ai ouvert mes courriels parce que la vérité est silencieuse et pragmatique. J'ai réservé les billets. Le code de confirmation reposait dans ma boîte de réception comme une munition silencieuse. L'heure du vol retour était inscrite sur mon calendrier. Leur note d'hôtel sur mon compte d'entreprise, celui que j'avais créé pour les aider à se forger des souvenirs de famille grâce au point. C'est drôle comme la mémoire fonctionne, surtout quand elle est détaillée. À la réception des bagages, à la maison, ils s'attendraient à ce que je sois là, tenant une pancarte avec notre nom de famille, la voiture chauffée, l'itinéraire du retour tracé, le réfrigérateur déjà rempli. Parce que c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Je porte le fardeau de tout le monde et j'appelle ça de l'amour. Je tisse le silence en un accueil et j'appelle ça la paix. Alors, j'ai fait une liste non pas de personnes, mais de systèmes, le service de navette de l'aéroport, les factures de services publics, les abonnements, le double des clés sous le pot de fleurs que je paie chaque mois, l'assurance automobile qui est prélevée sur ma carte parce que, on réglera ça plus tard. La SARL familiale qui n'a pas vraiment d'importance jusqu'à ce que la saison des impôts arrive en hurlant. J'ai annulé la navette de l'aéroport à mon nom. J'ai réorganisé ma propre vie à mon nom. Et j'ai appelé quelqu'un qui ne s'exprime qu'en document et en date. Aller-retour, a-t-il demandé. Seulement le retour, ai-je dit. Il y a une différence entre la rage et la précision. La rage est bruyante. La précision sonne comme le clic d'un stylo qui s'ouvre. J'ai passé la semaine dans une chorégraphie silencieuse, appel téléphonique, courriel, 2 rendez-vous en personne où la réceptionniste m'a offert de l'eau que j'ai refusée parce que la soif enseigne la concentration. Leur avion devait atterrir à 18h42 un dimanche. Le hall des arrivées serait en effervescence. Les portes vitrées coulisseraient. Tout le monde me chercherait du regard. Je ne serai pas là, mais quelqu'un d'autre y sera. Un homme en costume bleu marine, tenant un presse-papier et une pancarte imprimée qui ne mentionne pas notre nom de famille. Elle mentionne un numéro de dossier. Ils sont arrivés vêtus de sweat à capuche assortie, le visage rougi par le soleil et l'air satisfait, scrutant chaque visage comme si j'étais leur tapis à bagages. Automatique, fiable, à ma charge. L'homme en costume bleu marine n'a pas fait de signe. Il a levé une petite pancarte blanche, RG 24J 1187. Pas notre nom de famille. Un numéro. Une frontière. Il ne conduisait pas de voiture. Il portait un presse-papier. Êtes-vous la famille Dubois, a-t-il demandé. Ma sœur a souri. Enfin. Où est le VUS? Il a cliqué son stylo. Je suis ici pour vous signifier un acte. 4 enveloppes ont changé de main, leur papier doux comme du tissu, les bords nets et froids. Un agent de sécurité s'est approché, plus curieux qu'inquiet. Les gens regardaient sans le vouloir. C'est le propre des conséquences silencieuses, elles sont magnétiques. J'ai organisé tout cela depuis mon bureau avec 3 appels téléphoniques et une provision. L'homme qui ne s'exprime qu'en document et en date m'avait posé une question la semaine dernière. Quel résultat souhaitez-vous obtenir sur le papier? L'exactitude, avais-je répondu. Puis la distance. À l'intérieur des enveloppes, une requête en dissolution de la SARL familiale Dubois avec une reddition de compte due sous 10 jours ouvrables. Une demande de remboursement totalisant 18 453,65 € vol, hôtel, frais accessoires, services de VTC, prime d'assurance annuelle que l'on m'avait simplement demandé d'avancer. Un avis de révocation retirant tout utilisateur autorisé de mes cartes, de mes comptes et de mes clés numériques. Effectif à 18h30. Une confirmation de portabilité sortante pour 3 lignes téléphoniques que je payais, se terminant à 18h45.
L'horloge des arrivées indiquait 18h42. Le rire de mon père s'est évaporé le premier. La main de ma mère s'est portée à son cou comme si elle avait égaré un collier. Ma sœur, toujours courageuse quand la facture arrive tard, a tenté de sourire et a cherché des solutions. D'accord, Chloé, a-t-elle dit dans le vide. Très drôle. Envoie-moi juste un texto. Elle a tapoté son écran. La bully message a retenu son souffle, puis a éclaté, non distribué. Elle a essayé d'appeler. L'appel a échoué avec un doux carillon et une vérité plus amère. Appel d'urgence uniquement est apparu dans le coin de son écran. Le téléphone de ma mère affichait la même chose. Celui de mon père aussi. Ils se sont tournés vers l'homme au numéro de dossier comme s'il pouvait être un concierge. Il ne l'était pas. Il leur a indiqué la première page, les coordonnées du greffe, le numéro de registre, le calendrier. « Madame, vous avez été notifiée », a-t-il dit doucement, comme pour ne pas les effrayer. « Veuillez signer pour accuser réception de la signification. » Ils ont signé, chaque signature plus petite que la précédente. Dehors, sur le trottoir, ils ont cherché ce qu'ils cherchaient toujours, moi. Une voiture que j'avais chauffée, un réfrigérateur que j'avais rempli, une vie que j'avais amortie. Les 3 téléphones se sont mis à clignoter, appel d'urgence uniquement, en même temps. Le ciel était saturé de signaux. Les leurs n'en avaient aucun. Et c'est alors que les portes coulissantes se sont ouvertes à nouveau. Pas pour moi, mais pour un second homme en blazer de couleur ardoise, portant une petite boîte en métal avec un scellé d'inviolabilité et une fiche d'inventaire avec notre adresse en tête. La boîte n'était pas lourde. Elle était précise. À l'intérieur, chaque double de clé qu'ils avaient pu emprunter, copier ou prétendre être le leur. L'homme au blazer ardoise a lu la fiche comme si c'était une liste de courses. Une télécommande de garage, 3 doubles de clés de porte, un bip de portail, numéro de série se terminant par 37B, une clé de coffre-fort. Chaque objet a glissé dans la boîte avec un cliquetis sourd, le son de porte se fermant pour toujours. Mon père s'est hérissé. « Vous ne pouvez pas prendre nos clés comme ça. » La réponse de l'homme fut calme, pas cruelle. Elles ont été émises au nom de Madame Chloé Dubois. Les serrures ont été changées cet après-midi. C'était vrai. À 14h15, un serrurier avait changé chaque cylindre, enregistré chaque clic, mis à jour chaque code d'accès. Je me tenais près de la porte, regardant fixement la perceuse vrombir. À 14h40, la maison était mienne, seule, en pratique et pas seulement en titre. À l'aéroport, ma sœur a tenté de bluffer. Très bien, nous allons simplement rentrer à la maison. L'homme au blazer ardoise l'a corrigé gentiment. Vous devrez trouver un autre endroit. Les services publics ont été réattribués. Les polices d'assurance annulées. Avec effet immédiat. Leur choc n'était pas bruyant. Il était creux. 3 visages réalisant que l'air qu'ils respiraient m'appartenait. Pendant des années, j'ai financé leur confort sous le couvert de la solidarité familiale. Je pensais que l'amour signifiait payer la facture. Je pensais que le silence était moins cher que la vérité. Mais le silence accumule des intérêts. L'avocat me l'avait expliqué en jargon juridique, chaque euro est traçable. Chaque signature est horodatée. Chaque négligence laisse une trace dans un registre. Et ce soir, le registre a parlé. Dehors, les taxis s'alignaient le long du trottoir. Ma famille se tenait là, désemparée, les valises roulant contre leurs tibias, les téléphones clignotant, appels d'urgence uniquement, les clés scellées dans une boîte qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Les passants pensaient que c'était juste la fatigue du voyage. Seul moi savais que c'était des années de dette arrivant à échéance en une seule heure. Je n'étais pas là pour voir leur visage, mais je n'en avais pas besoin car à ce moment précis, mon téléphone le seul qui avait encore du réseau a vibré avec une confirmation, service public transféré, compte bancaire débloqué, titre de propriété déposé. J'ai appuyé sur « Enregistrer » pour chaque notification comme on presse des pétales dans un livre. Ce n'était pas de la rage. C'était de la tenue de registre. Et pourtant, quelque chose en moi a murmuré « Ne t'arrête pas au papier. » Parce que la justice sur le papier est nette. Mais la justice dans la réalité est inoubliable. La question était, que se passerait-il une fois qu'ils auraient quitté le trottoir de l'aéroport, à la recherche d'une maison qui n'existait plus? Ils ont traîné leurs valises jusqu'au trottoir, les visages pâles sous la lumière fluorescente. Des voyageurs passaient, ponctués de retrouvailles, d'étreintes, de klaxons de taxi.
Ma famille n'avait personne. Un taxi s'est arrêté. Mon père lui a fait signe un réflexe pavlovien de privilégié. Il a débité notre adresse. Le chauffeur a secoué la tête. Carte enregistrée refusée. Espèces uniquement. Des espèces. Ils n'en avaient jamais sur eux. Pourquoi en aurait-il eu? J'avais toujours été leur portefeuille. Le chauffeur est reparti, laissant derrière lui des gaz d'échappement et le silence. Ma sœur tapotait furieusement sur son téléphone. Chaque application de VTC se bloquait sur le même écran, moyen de paiement non disponible. Sa voix s'est brisée. Qui ferme un compte de VTC? Moi. Je l'avais fait à midi, avec une simple réinitialisation de mot de passe. Ils se sont tournés, désespérés, vers les portes vitrées des arrivées. Peut-être une navette, peut-être une voiture de location. Mais le second homme au blazer ardoise les a arrêtés. Il leur a tendu l'avis d'inventaire avec une dernière ligne surlignée, tous les privilèges de transport partagé sont révoqués. Les mains de ma mère tremblaient. Chloé ne ferait pas ça, a-t-elle murmuré. Mais elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait, car l'amour laisse des empreintes, tout comme la trahison. Les miennes étaient partout dans les systèmes qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Pendant ce temps, à ma table de cuisine, j'étais assise dans la pénombre. Une tasse de thé fumait à côté de moi. Mon téléphone a vibré avec la vague suivante de confirmation, forfait téléphonique familial résilié, compte de streaming désactivé, prélèvements automatiques pour l'abonnement à la salle de sport annulé. Pas par cruauté. Par souci de clarté. Je me suis souvenu du toast suffisant de ma sœur lors du voyage précédent, quand elle avait trinqué en disant « aux avantages familiaux ». Des avantages. C'est tout ce que j'étais pour eux. Mais ce soir, les avantages avaient expiré. À 21h03, mon avocat a envoyé un texto. Documents acceptés. Date d'audience fixée. Ils recevront la notification par courrier. Un courrier qu'ils ne pourraient pas ouvrir car les clés étaient scellées dans cette boîte à l'aéroport. Je les ai imaginés blottis sous la lueur des néons de l'auvent du terminal. Les roulettes des valises grinçant, les téléphones éteints, l'orgueil se fissurant. Pour la première fois, ils ne pouvaient pas me regarder de haut. Ils devaient regarder autour d'eux les étrangers, les sorties, les conséquences. Et moi, je ne regardais plus de loin. J'étais déjà passé à la phase 2. Parce que c'est une chose de retirer le confort. C'en est une autre de le remplacer par quelque chose auquel ils n'échapperont jamais. Un rappel. Et je savais exactement où le laisser les attendre. Le rappel n'était pas bruyant. Ils n'en avaient pas besoin. C'était une lettre imprimée sur un papier blanc impeccable, pliée en deux, scellée dans une enveloppe sans adresse de retour. Le temps qu'ils réunissent assez d'argent emprunté pour un motel sur l'autoroute, une chambre, 2 lits doubles, un néon vacillant qui bourdonnait toute la nuit, la lettre attendait déjà à la réception. Chambre 214, a dit le réceptionniste, faisant glisser l'enveloppe sur le comptoir sans lever les yeux. Ma sœur l'a déchirée, s'attendant peut-être à de la pitié, peut-être à des excuses. Ce qu'elle a trouvé à la place, ce sont 4 mots de mon écriture, bienvenue dans votre liberté. Ils l'ont lu et relu, essayant de tordre le sens pour en faire quelque chose de moins cruel, de plus familier. Mais la liberté n'était pas le confort. Ce n'était pas des clés, des voitures ou des plans déjà faits. La liberté était nue. La liberté avait le goût de l'air sans échafaudage. Je les avais libérés de moi. À la maison, j'ai traversé la maison qu'ils traitaient autrefois comme un héritage partagé. Mes doigts ont effleuré les cadres de porte qu'ils claquaient, les placards qu'ils vidaient sans demander, la table où ils riaient de mon silence. Elle ne semblait pas vide. Elle semblait enfin mienne. Je me suis assise et j'ai ouvert le dossier que l'avocat avait fait livrer par coursier. À l'intérieur, un registre des transferts, des reçus, des accusés de réception signés, la preuve irréfutable que j'avais payé pour chaque voyage en famille, chaque facture d'urgence, chaque « on réglera ça plus tard ». Chaque page était une carte de mon effacement. Maintenant, chaque page était leur fardeau. Parce que la lettre au motel n'était pas le seul rappel. Le vrai arriverait le matin. En courrier recommandé, des paquets épais estampillés en rouge, date limite, chiffres, solde dû. Ils devraient signer à la réception, le stylo tremblant comme à l'aéroport. Et en les ouvrant, ils verraient exactement ce que j'avais vu pendant des années, chaque coup qu'ils avaient ignoré, chaque dette dont ils prétendaient l'inexistence. Ce n'était pas de la vengeance.
C'était une réflexion. Leur reflet, en noir et blanc. Cette nuit-là, dans leur chambre de motel, le bourdonnement du néon pesait sur le silence. Mon père fixait le mur. Ma mère était assise, l'enveloppe serrée sur ses genoux. Ma sœur faisait défiler un téléphone mort, espérant qu'il revienne à la vie. Ils voulaient que je les poursuive, que je mendie mon inclusion, que j'attende à l'aéroport comme un bagage. Au lieu de cela, ils ont eu la liberté. Mais une liberté assortie d'un registre, et les registres ne pardonnent pas. À l'aube, le deuxième rappel frapperait à la porte. Et cette fois, il serait officiel. On a frappé à 7h12. 3 coups, pas urgents, mais officiels. Le genre de coup qui vous serre la poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. Mon père a tiré le rideau. Un huissier de justice se tenait sur le parking, une mallette à la main. L'enseigne au néon, vacant, du motel bourdonnait au-dessus de sa tête, peignant sa silhouette d'une lueur rouge terne. Signification pour la famille Dubois, a-t-il dit. Pas de sourire, pas de méchanceté, juste le devoir. Il a tendu une épaisse liasse d'enveloppes recommandées, chacune estampillée d'une encre épaisse, assignation à comparaître. Ma mère a tenté de protester. Il doit y avoir une erreur. L'huissier a secoué la tête. Pas d'erreur, madame. Signez ici. Ils ont signé, chaque trait de plume une reddition. À l'intérieur des enveloppes, une demande de remboursement détaillée au centime près, des assignations au tribunal avec des dates déjà fixées, des avis indiquant que des privilèges pourraient être inscrits sur les biens détenus à leur nom des biens achetés avec mon argent et une page supplémentaire glissée en haut. Une autorisation de retrait prouvant que j'avais révoqué leur accès au compte de la SARL familiale. Ils se tenaient dans une chambre de motel qu'ils ne pouvaient pas se permettre, fixant des papiers qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Je n'étais pas là. Je n'en avais pas besoin. À la même heure, j'étais dans un autre bâtiment de l'autre côté de la ville, la banque. J'ai signé mon nom pour finaliser la séparation de chaque compte. Le caissier m'a remis un dossier frappé d'or contenant des documents à mon seul nom. Vous n'avez plus de co-signataire, a-t-elle dit. Libre. Sur le sol du motel, ma sœur a éparpillé les papiers autour d'elle comme du verre brisé. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Mais les délais étaient imprimés en gras. Les soldes étaient réels. Et le système qu'ils avaient rejeté comme étant invisible, le système que je maintenais discrètement en vie n'était plus invisible. Il était impitoyable. Mon père faisait les 100 pas, marmonnant à propos d'avocats, d'équité, de comment la famille ne fait pas ça. Mais la famille l'avait fait. Il l'avait fait. Et maintenant, la vérité avait un public, l'État, les tribunaux, les banques. Il pensait que la trahison était un jeu qui se jouait en vacances et avec des téléphones bloqués. Mais la trahison laisse des reçus. Et j'avais livré chacun d'entre eux. Pourtant, quelque chose en moi savait que ce n'était pas la fin. Parce que le papier peut exiger, le papier peut punir, mais parfois la justice a besoin d'une scène. Et la scène parfaite était déjà au calendrier, une date qu'ils avaient entourée de joie des mois auparavant, le gala de bienfaisance familiale. Et je n'avais aucune intention de le manquer. Le gala de bienfaisance familiale devait être leur scène. Une salle de chandeliers, des robes de location, des sourires de location, le spectacle annuel où ils paradaient leur unité devant les voisins et les cousins éloignés. Ils m'avaient bloqué du voyage, mais j'étais toujours imprimé sur le programme du gala, Chloé Dubois, trésorière, SARL familiale. Mon nom, déjà ancré en or des mois avant qu'il n'essaie de m'effacer. Je n'ai pas appelé le comité pour le changer. Je l'ai laissé, car rien n'est plus fort que le silence jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le soir venu, ils sont arrivés en retard, encore meurtris par le motel, les enveloppes fourrées dans leur sac à main comme de la contrebande. Ma mère serrait plus fort un châle. Mon père ajustait une cravate qui ne lui allait plus. Ma sœur tenait son téléphone comme un accessoire, l'écran vide, le service coupé. Le pianiste du gala a joué quelque chose de joyeux. Les lumières se sont tamisées. Le maître de cérémonie a tapoté le microphone. Ce soir, a-t-il dit, nous honorons la famille qui a bâti cette communauté, la famille Dubois. Accueillons leur trésorière, mademoiselle Chloé Dubois. Leurs têtes se sont vivement tournées, et j'étais là. Pas dans l'ombre, pas effacé. Je suis monté sur scène dans une robe noire sans prétention, ne tenant rien d'autre qu'un mince dossier. Des applaudissements épars ont retenti dans la salle, hésitants, confus. Ma famille s'est figée à sa table, prise entre la rage et la peur.
J'ai ouvert le dossier, allumé le microphone, et j'ai commencé à lire. Pas d'insultes, pas d'amertume, juste des chiffres. Ligne par ligne, j'ai récité la vérité. Les 5 760 € de billets d'avion débités sur ma carte. Les 7 810 € de frais d'hôtel passés par mon compte. Les services publics, les assurances, les services de streaming tous liés à moi. Le total, 18 453,65 €. Impayé, non reconnu, porté par un seul nom. Le mien. La salle est devenue silencieuse, les fourchettes figées en l'air. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres parlaient plus fort que n'importe quelle trahison. Mon père s'est agité sur sa chaise. La main de ma mère a serré son verre de vin jusqu'à ce qu'il tremble. Ma sœur a murmuré quelque chose, une supplique, une malédiction, peut-être les deux. J'ai fermé le dossier. Voilà, dis-je doucement, à quoi ressemblent les avantages familiaux. Puis j'ai remercié le public, je suis descendu de scène et je l'ai laissé à un silence si lourd qu'il pesait contre les murs. Parce que la vengeance n'est pas toujours un coup de tonnerre. Parfois, c'est de la comptabilité sous les projecteurs. Et pourtant, un dernier acte restait. Pas une performance, une décision. Le gala m'a offert une fin à laquelle il ne s'attendait jamais. Mais ce qui attendait après que les lumières se soient éteintes, c'était le vrai final. Quand les lumières du gala se sont éteintes, je ne suis pas resté pour les applaudissements gênés ou les chuchotements qui m'ont suivi. Je me suis éclipsé par la porte de côté, le claquement de mes talons contre le marbre, l'air frais de la nuit s'engouffrant dans mes poumons comme une libération. Ils sont restés derrière, ma famille, acculés par les chiffres, enchaînés par la vérité, dépouillés de l'illusion qu'ils avaient portée pendant des années. Les invités évitaient leur table, gênés de même croiser leurs regards. Mais je n'avais pas terminé. Pas tout à fait. À l'aube du lendemain matin, alors qu'ils se cachaient encore derrière des rideaux occultants et des excuses, un coursier a livré la dernière pièce de mon plan. Une seule page. Pas une demande, pas une assignation. Un formulaire de décharge. Il stipulait en caractères clairs que je n'étais plus responsable de leurs dettes, de leurs factures, de leur jeu d'héritage. Mon nom avait disparu de leur SARL. Ma signature avait scellé la séparation. Ils voulaient être libres de moi. Maintenant, ils l'étaient légalement, irréversiblement, complètement. Et avec cela venait le coup. Les comptes étaient à eux de les régler. Les impôts à eux de les payer. La réputation à eux de la porter, fracturée devant tous ceux qui admiraient autrefois l'illusion de l'unité des Dubois. J'ai franchi ma propre porte ce matin-là, un café à la main, la lumière du soleil inondant les murs du salon. Mes clés ont teinté contre la serrure, les seules clés désormais. La maison semblait plus légère, non pas parce qu'elle était plus grande, mais parce qu'elle était mienne, enfin mienne, sans l'ombre de leur sentiment de dû. Et quelque part en ville, 3 personnes étaient assises en silence, fixant un formulaire de décharge qui ressemblait plus à un miroir qu'à un document. Parce qu'il leur montrait ce qu'ils avaient vraiment quand je m'étais retiré, rien de construit, rien de gagné, rien à eux. Je n'ai pas claqué de porte derrière moi. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste cessé de les porter. Et parfois, c'est la vengeance la plus tranchante de toutes. Laisser quelqu'un s'effondrer sous le poids dont il jurait l'inexistence. La justice ne consistait pas à les détruire. Elle consistait à les libérer pour qu'ils se confrontent à eux-mêmes. Et en signant la dernière ligne, l'encre séchant fermement sous ma main, j'ai murmuré la seule conclusion dont j'avais besoin.